Comment un soldat de 36 ans est-il devenu la hantise des empires? En moins d'une année, le capitaine Ibrahim Traoré, alors parfait inconnu, a bouleversé tous les pronostics. Il s'est hissé au sommet du Burkina Faso et est devenu le plus jeune chef d'État du monde. Ce n'est pas seulement un frisson politique. C'est une onde de choc qui traverse Paris, Washington, Moscou, Pékin, Ankara et jusqu'aux capitales africaines de Dakar à Addis Abeba. Pour la première fois depuis longtemps, le sort d'un petit pays enclavé du Sahel fait trembler les plus grands de ce monde. À peine installé, Traoré pose des gestes forts. Il expulse les soldats étrangers, rompt des accords militaires vieux de près de 60 ans et proclame la fin de toute tutelle. Ce n'est pas qu'une posture. Chaque décision suscite la stupeur dans les chancelleries occidentales. Un jour, c'est la fermeture d'une base militaire française. Le lendemain, la dénonciation d'un partenariat de coopération jugé inégal. Pour comprendre la portée de ces actes, rappelons-nous que depuis l'indépendance, le Burkina Faso n'avait jamais osé affronter de front les anciennes puissances coloniales. La jeunesse, elle, n'a plus peur de dire haut ce qu'elle ressent. Elle affiche une fierté farouche, un refus catégorique de l'ordre ancien. Ce n'est plus une simple affaire d'État, c'est une insurrection de l'identité, la volonté d'une nation de se définir elle-même, à sa manière. Dans les rues de Ouagadougou, des milliers de jeunes scandent des slogans, brandissent des drapeaux et peignent sur les murs des messages de résistance. Comme lors des grandes marches pacifiques de l'histoire, de la marche de Gandhi en Inde à la révolution des œillets au Portugal, le peuple burkinabé se réapproprie son destin. Mais derrière le capitaine rebelle, un défi colossal se dessine. Si Traoré échoue, la domination étrangère reprendra le dessus, la jeunesse sera désabusée et l'Afrique restera prisonnière de ses vieilles chaînes. Le spectre de la France-Afrique, ce système de domination post-coloniale qui a gangrené l'Afrique de l'Ouest depuis les années 60, plane toujours. Tout se joue sur la souveraineté, le rêve et la dignité du continent. Cette révolte est-elle la simple colère d'une génération, ou bien l'aube d'une transformation historique pour toute l'Afrique? Posons la question. Est-ce le début d'un nouveau chapitre ou une parenthèse qui se refermera? Pour comprendre l'onde de choc provoquée par l'ascension de Traoré, il faut revenir aux racines de sa prise de pouvoir. Qui est vraiment cet homme? Et comment a-t-il pu renverser l'ordre établi? Derrière le calme trompeur de Ouagadougou, la colère s'accumulait depuis des décennies. Sous le soleil brûlant, la vie était tout sauf paisible. Exploitation, misère profonde et une guerre sans fin, soi-disant menée contre le terrorisme. Les villages étaient abandonnés, les rivières polluées, des écoles fermées. En 2022, plus de 2 millions de personnes étaient déplacées, fuyant les violences djihadistes. Cette tragédie, trop souvent ignorée, a nourri une immense frustration. À chaque convoi humanitaire, à chaque base militaire étrangère, une part des richesses du pays s'effaçait. L'or, l'uranium, le manganèse. Tant de trésors extraits pour d'autres, laissant la population exsangue. Les sociétés étrangères s'accaparaient jusqu'à 90% des profits miniers, selon certains rapports. Le coton, autrefois fierté nationale, était écoulé à bas prix sur les marchés occidentaux, tandis que les paysans burkinabés vivaient avec moins de $2 par jour. Sur la scène mondiale, le peuple burkinabé n'était qu'un pion déplacé à distance. Les décisions majeures se prenaient dans des capitales étrangères, loin de Ouagadougou. On se souvient du sommet Afrique-France où les dirigeants africains étaient souvent relégués au second plan. Les habitants voyaient leurs ressources s'envoler, tandis que la pauvreté s'ancrait et que l'avenir s'écrivait sans eux. Cette dépossession rappelle celle vécue par d'autres peuples, comme les Algériens sous la colonisation française ou les Vietnamiens lors de la guerre d'Indochine. Cette dépossession dépassait le simple vol des matières premières. Depuis des générations, une humiliation invisible s'était enracinée. L'image d'une Afrique faible, incapable de s'en sortir sans secours. À force d'entendre que leur pays n'était qu'un problème, beaucoup finissaient par l'accepter, intériorisant le mythe de l'impuissance. Pourtant, le fossé était immense entre la version imposée et la dureté du quotidien. Les familles burkinabés, les jeunes privés d'avenir, ne reconnaissaient pas leur réalité dans les discours sur le développement ou la sécurité.
Comme en Argentine lors de la crise de 2001, la population rejetait les explications officielles et réclamait des comptes. Fermer les yeux sur ce contexte, c'était prolonger le mythe de l'impuissance africaine. C'était permettre aux puissances étrangères de continuer à écrire l'histoire du Burkina Faso. Mais sous la surface, tout bouillonnait. Un désir de rupture, une soif farouche de souveraineté et de dignité. C'est le même feu intérieur qui animait les peuples d'Inde ou du Ghana lors de leur lutte pour l'indépendance. Jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne tout bouleverser. L'apparition d'un capitaine vêtu d'un treillis et d'un béret rouge. Qui est cet homme, et comment son irruption va-t-elle transformer le destin d'un pays tout entier? La réponse dépasse largement le cadre du Burkina Faso. Et si le courage d'un seul homme pouvait réveiller tout un continent? C'est le pari du capitaine Ibrahim Traoré, figure montante du Burkina Faso. Plutôt que de négocier dans l'ombre, il agit à découvert. Il démasque lui-même un espion étranger, prouvant que la souveraineté ne se réclame plus, elle se protège à main nue. Un geste qui rappelle les actes héroïques de Thomas Sankara ou encore les prises de parole sans détour de Patrice Lumumba. En moins de 12 mois, Traoré renverse les règles du jeu. Il met un terme aux accords militaires vieux de plusieurs décennies avec la France, ordonne l'expulsion de toutes les forces étrangères. Pour la première fois, un chef d'État africain ferme la porte sans équivoque, sous le regard de la planète entière. Ce n'est pas une simple rupture, c'est un message envoyé à tous les peuples opprimés. Pris au dépourvu, l'Occident contre-attaque. Désinformation orchestrée dans les médias, sanctions financières, pressions économiques, menaces plus ou moins voilées. Les anciennes puissances cherchent à faire plier le Burkina Faso par tous les moyens. Les agences de notation abaissent la note du pays, les banques étrangères ferment des lignes de crédit. Mais la peur a changé de camp. À l'intérieur du pays, la dynamique s'inverse. Les rues de Ouagadougou s'animent d'une unité nouvelle, portée par une fierté retrouvée. Les slogans résonnent. Notre terre, notre destin. Nous ne serons jamais plus des esclaves. Une jeunesse autrefois désabusée s'enflamme pour ce leadership audacieux, devenu viral sur les réseaux sociaux africains. Des collectifs citoyens s'organisent, comme les Sentinelles de la souveraineté, pour surveiller les décisions du gouvernement. L'histoire n'est plus seulement celle d'un militaire au pouvoir. C'est celle d'une génération africaine qui se réveille, qui ose dire non, qui refuse la soumission et revendique la maîtrise de son avenir. Les vieux récits d'impuissance s'effondrent. Au Mali, des mouvements similaires émergent, inspirés par la détermination burkinabé. Au Sénégal, des étudiants citent Traoré en exemple lors de manifestations pour la réforme du système éducatif. Ailleurs sur le continent, la vague ne cesse de grandir. Le Mali, le Niger, la Guinée. Ses voisins s'unissent, forment un front commun et s'inspirent du modèle burkinabé. Ce n'est plus une série de coups d'État, mais une contagion de dignité, une nouvelle dynamique de résistance. Des alliances économiques se créent, comme l'Alliance des États du Sahel, pour renforcer l'autonomie régionale. Mais chaque décision de Traoré fait monter les enjeux. Inspirer l'Afrique ou la condamner à l'isolement? Déclencher une renaissance ou ouvrir la porte au chaos régional? Le destin du Burkina devient le miroir déformant des espoirs et des inquiétudes de tout un continent. Et si, derrière ce bras de fer, se tramait une révolution bien plus profonde, encore invisible, mais déjà en marche? Le défi qui attend Traoré n'est pas seulement politique. Il est aussi personnel et existentiel. Car pour briser les chaînes, il faut affronter des ennemis visibles, mais aussi des adversaires dans l'ombre. Les expériences d'autres leaders africains, comme Kwame Nkrumah au Ghana ou Julius Nyerere en Tanzanie, rappellent à quel point la résistance à l'ingérence peut coûter cher. Quand un peuple se redresse, c'est le monde entier qui retient son souffle. En Afrique du Sud, la fin de l'apartheid avait montré qu'un changement local pouvait bouleverser l'ordre mondial. Aujourd'hui, le Burkina Faso tente une autre forme d'émancipation. Le Burkina Faso n'est plus un pion sur l'échiquier mondial. Il devient le laboratoire d'une souveraineté audacieuse, un modèle qui fascine autant qu'il inquiète. Ce qui se joue à Ouagadougou résonne bien au-delà des frontières. Toute l'Afrique observe. Et l'Occident se demande si un vent nouveau ne va pas tout emporter. Les alliances traditionnelles se fissurent.
La Russie s'affirme comme partenaire stratégique. La Turquie et l'Iran avancent plus discrètement. Un axe inédit relie désormais le Mali, le Niger, la Guinée et le Burkina Faso, unis dans leur refus des diktats occidentaux. Des exercices militaires conjoints sont organisés, des forums économiques voient le jour. Face à cette dynamique, les pressions se multiplient dans l'ombre. Désinformation massive, menaces de déstabilisation, tentatives de division ethnique ou religieuse. L'arsenal est complet. Pourtant, la réalité sur place défie le récit imposé. Les Burkinabés, conscients des dangers, multiplient les initiatives de dialogue intercommunautaire pour éviter les fractures internes. Les médias occidentaux crient au chaos. Mais dans les rues de Ouagadougou, c'est une fête de la dignité retrouvée, une explosion de couleurs, de chants, de fierté. Des fresques murales à l'effigie de Sankara, de Lumumba et désormais de Traoré ornent les places publiques. La jeunesse ne rêve plus de partir. Elle veut façonner son avenir, ici, sur sa propre terre. Des start-up voient le jour. Des universités organisent des hackathons pour inventer des solutions adaptées aux réalités locales. Cette renaissance n'est pas sans péril. Le président Traoré devient une cible. Menaces contre sa vie, isolement économique, pression diplomatique, tous les coups sont permis. Les anciennes puissances, frustrées, pourraient recourir à la violence ou à la guerre hybride pour inverser le cours de l'histoire. L'exemple de Patrice Lumumba, assassiné pour ses idées, hante toujours les esprits. Pourtant, un fait demeure. Après tant d'années de dépendance, une jeunesse fière ose rêver d'une Afrique qui écrit enfin ses propres règles. Les vieux schémas d'ingérence vacillent face à cette détermination. Comme en Chine lors du siècle d'humiliation, le sursaut national change la donne. La question est brûlante. Cette vague de souveraineté peut-elle survivre à l'assaut des intérêts mondiaux? Ou l'Afrique retombera-t-elle dans le piège des rivalités étrangères? Le Burkina Faso est-il le prélude d'une renaissance ou l'avant-goût d'un nouveau bras de fer planétaire? Car c'est la place de l'Afrique dans la mondialisation qui se joue. Soit elle reste le jouet des ambitions extérieures, soit elle impose enfin ses propres règles. L'histoire s'écrit maintenant, et chaque choix compte. Mais derrière la célébration, la tension monte. Un simple incident pourrait tout faire basculer. Un faux pas, comme une bavure militaire ou une crise humanitaire mal gérée, pourrait rallumer la flamme des ingérences. La révolution la plus profonde ne se déclenche pas dans les casernes. Elle prend racine dans les têtes, là où naît chaque espoir de liberté. Comme l'a montré la Révolution tranquille au Québec ou les bouleversements du printemps arabe, le changement durable se construit d'abord dans les consciences. Regardez le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas simplement de changer des symboles, mais de refonder tout un pays. Le pari? Miser massivement sur l'industrie locale, l'agriculture, l'autosuffisance. À chaque hectare cultivé, chaque atelier ouvert, chaque emploi créé, c'est une part de dépendance qui s'effrite. Des coopératives agricoles voient le jour, des marchés locaux remplacent peu à peu les produits importés. Ici, la souveraineté n'est plus un rêve, mais un chantier concret. Traoré pousse aussi à dépasser les frontières. Il appelle à la solidarité entre États africains, à l'ouverture des marchés, à la création de pactes régionaux puissants. Son but? Rompre enfin le lien de subordination envers les anciennes puissances, pour que les richesses circulent d'abord entre Africains. Un projet inspiré de l'Union européenne, mais adapté aux réalités du Sahel. Autre levier crucial, récupérer le contrôle des ressources naturelles. Les vieux contrats opaques tombent. Le Burkina Faso lance des audits, renégocie les accords miniers, nationalise si besoin. L'or, le coton, le sol, tout doit revenir à ceux qui y vivent et y travaillent, pas à des actionnaires lointains. Des exemples récents montrent la voie. En 2023, le pays a repris le contrôle d'une grande mine d'or exploitée jusque-là par un consortium étranger. Mais la vraie rupture, c'est un basculement intérieur. L'ère de la résignation s'achève. La confiance, la dignité, l'audace remplacent la peur et la victimisation. Pour la première fois depuis des décennies, les Burkinabés se voient comme acteurs de leur avenir, non comme victimes d'un système imposé. Des groupes de jeunes lancent des campagnes de sensibilisation,
des associations citoyennes surveillent la gestion publique. Ce peuple relève la tête. Il arrête d'attendre un sauveur, rejette la soumission, s'approprie son destin. Désormais, chaque citoyen, chaque jeune, chaque femme, chaque homme se sait porteur d'une mission et d'une force. Les écoles intègrent l'histoire africaine dans leurs programmes. Les médias nationaux valorisent les réussites locales. Et pour nous, qui observons cette métamorphose, la leçon ne connaît pas de frontières. Chacun peut, à son niveau, soutenir cette nouvelle souveraineté. S'informer, investir localement, questionner les discours dominants, refuser la fuite des capitaux. Ici, la révolution n'a pas besoin de fusils. Elle réclame des gestes concrets et des esprits vigilants. Acheter des produits africains, soutenir l'éducation, promouvoir la coopération sud-sud. Chaque action compte. Mais le danger guette. Si le peuple ne s'approprie pas ce mouvement, la révolution s'étiole. Sans engagement quotidien, la souveraineté se vide de substance. L'enjeu ? Que chaque victoire symbolique soit ancrée dans les réalités, et qu'une Afrique debout ne soit plus un slogan, mais une évidence. Les exemples d'Égypte ou de Tunisie, où l'élan révolutionnaire s'est essoufflé faute de relais populaire, rappellent l'importance d'une mobilisation constante. Rien n'est acquis. L'histoire l'a prouvé, chaque avancée peut être renversée. Mais ce moment, fragile et puissant, ouvre un possible inédit pour le continent. L'Afrique du Sud, après l'abolition de l'apartheid, a connu des difficultés, mais a su s'appuyer sur une société civile forte pour avancer. Le regard du monde est braqué sur l'Afrique. Mais, pour la première fois depuis des générations, c'est elle qui tient la plume. Le choix d'écrire sa propre histoire, de refuser les scénarios préfabriqués, bouleverse l'ordre établi. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse le simple changement d'un dirigeant ou d'un drapeau. C'est une rupture franche, le refus d'un passé dicté par d'autres, l'audace de choisir enfin son propre avenir. C'est la même audace qui a animé les pères fondateurs du panafricanisme lors du congrès de Manchester en 1945. Le capitaine Ibrahim Traoré, à peine plus âgé qu'une trentaine d'années, incarne ce souffle nouveau. Son ascension fulgurante rappelle à toute l'Afrique que la jeunesse n'est pas une faiblesse, mais une force capable de briser des chaînes vieilles de plusieurs siècles. Des associations de la diaspora s'organisent pour soutenir l'élan, des intellectuels africains saluent ce tournant. Au-delà du Burkina Faso, ce mouvement interroge tout un continent. Accepterons-nous de rester prisonniers de modèles éculés ou oserons-nous bâtir une souveraineté authentique, coûte que coûte ? Chaque prise de parole, chaque décision, esquisse la silhouette d'une Afrique maîtresse de ses ressources, fière de ses choix et de son image. Des campagnes médiatiques sont lancées pour promouvoir l'afro-optimisme et la fierté du continent. Mais le danger est immense. Chaque pas vers l'indépendance dérange. Les intérêts économiques, les équilibres géopolitiques, les certitudes des anciennes puissances sont secouées. Le piège du mirage, celui d'une liberté superficielle, sans transformation profonde, menace à chaque instant. Comme pour de nombreux pays d'Amérique latine après leur indépendance, le vrai défi reste la construction d'un développement solide et autonome. Pourtant, dans les rues, les écoles, les villages, une fierté nouvelle crépite. Voir l'Afrique écrire par elle-même le prochain chapitre de son histoire rallume l'espoir. Ce choix n'appartient plus seulement aux leaders, il engage une génération entière. Serons-nous un modèle éclatant ou une illusion fugace ? La réponse se construit chaque jour. Le monde observe, mais c'est à l'Afrique de décider, spectatrice ou actrice de son destin. L'heure est venue de transformer la révolte en projet et le rêve en réalité. Et si, ensemble, nous osions croire que le temps de l'Afrique est enfin venu ?